Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu particulière je vous l'avoue, parce que j'ai juste envie de discuter avec vous. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes particularités autistiques. Parce que pour moi, c'est hyper important de vous en parler pour que vous compreniez mieux mes vidéos. Donc c'est parti, je vais tout vous expliquer. Vous êtes pas droit. Attendez, hop là. Comme je vous disais dans l'introduction, j'ai très envie de vraiment faire une vidéo où je vous parle que de mes particularités autistiques. Et en fait, pour moi, c'est important parce que c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans que je vous filme toute ma vie sur les réseaux sociaux. Je vous parle plus ou moins d'autisme, mais je vous ai jamais trop parlé de mes particularités autistiques propres à moi-même. Et c'est vrai que du coup, parfois dans certains vlogs, quand je vous dis que je suis fatiguée ou que faut que j'aille faire quelque chose et que ça me stresse, c'est possible en fait que vous ne compreniez pas. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord regarder avec vous la définition internet de l'autisme. L'autisme, dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de trouble du spectre de l'autisme, est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication, ainsi que par des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitifs et stéréotypés. Les traits autistiques se présentent selon plusieurs niveaux de sévérité, d'où la notion de spectre. Donc pour faire simple, l'autisme est un trouble un petit peu du cerveau et de son fonctionnement, neurodéveloppemental, etc. Et ce qui est très important à savoir, c'est que chaque autiste est différent à sa manière. Pour les gens, les personnes autistes, c'est soit par exemple le personnage dans le film Rayman, ou soit le fou génie comme Albert Einstein, ou alors vraiment l'autiste qui va se taper de partout, qui va pas arrêter de bouger, alors qu'en fait il y a beaucoup plus de nuances. Donc bien sûr je vais vous parler dans cette vidéo de moi-même, de mon cas à moi et de mes particularités autistiques propres à moi. Donc déjà tout d'abord pour vous expliquer mon parcours, déjà je suis née un petit peu à l'avance parce que j'étais légèrement en train de mourir dans le ventre de ma maman, donc je suis née prématurée et j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires. D'ailleurs les problèmes cardiaques ça s'est réglé seulement vers mes 20 ans, ça a été hyper long. Et en fait suite à ça j'ai eu beaucoup de retard sur beaucoup de choses, retard du langage, retard comportementaux. Durant ma scolarité, depuis la maternelle, j'ai toujours galéré à aller vers les autres. Je me suis tout le temps sentie en décalage et c'était toujours plus ou moins compliqué à gérer pour moi. Je passais mes récréations aux toilettes et la seule personne avec qui je discutais c'était la professeure de français qui m'a énormément aidée. Au niveau scolaire ça a toujours été compliqué. J'ai toujours eu la moyenne mais jamais plus. Sur mes bulletins scolaires ça a toujours été marqué Noémie ne participe pas en classe. Ensuite comme tout le monde pour mes études j'ai voulu partir dans une grande ville pour voir un petit peu ce que ça faisait la vie d'adulte et commencer des études. Donc je suis partie faire une école d'art à Lyon. J'ai fait une mise à niveau d'art appliqué qui s'est plus ou moins bien passée parce que j'ai réussi à me faire quelques copines. Et ensuite, je suis partie en première année graphisme et là, ça a été la catastrophe. Ça a été hyper dur à gérer pour moi le fait de partir de chez mes parents, du cocon familial, etc. Perte de repères. Et en plus de ça, être directement dans une grande ville où tout est hyper stimulant, mais dans le mauvais sens. Tout est beaucoup trop. Trop de bruit, trop d'odeurs, trop de gens, trop de transport, trop. Et c'est vraiment durant la première année de graphisme où là j'ai commencé à avoir beaucoup de tocs chez moi toute seule, des tocs de vérification qui étaient très difficiles à gérer. Je me sentais pas en sécurité. Je me souviens, je rentrais chez moi à 18h des cours et je m'enfermais dans la salle de bain jusqu'à 20h et je pleurais, effondrée, par terre dans ma salle de bain. Et toujours cette grande ville qui me prenait toute mon énergie. Et en fait, là vraiment, je commençais vraiment à sombrer. Je me sentais submergée au quotidien, je me sentais épuisée, très anxieuse sur absolument tout au quotidien. La vie personnelle, chez moi, tout ça où je devais me gérer moi-même et plus les cours. Et ensuite, tout l'hyperstimuli de la ville fait que j'ai clairement fait un burn-out. C'est vraiment pas facile de se souvenir de ça.
Ensuite, j'ai été déscolarisée et j'ai été en arrêt maladie pour dépression pendant 2 ans. J'ai eu la chance d'être suivie par un médecin qui est lui autiste. À l'époque, on parlait de autiste Asperger. Maintenant, nous n'avons plus le droit de dire le mot Asperger, donc on va juste dire autiste. Ce médecin nous a parlé pour la première fois d'autisme à moi et à mes parents. Et en fait, c'est lui qui m'a aidé à faire les démarches pour faire un diagnostic. Donc en fait, je me suis inscrite sur liste d'attente au CRA de Lyon pour passer mon diagnostic autistique. CRA égale Centre Ressources Autisme. Normalement, il y en a un par département. Et en fait, cette liste d'attente, il y avait 2 ans d'attente. J'étais en attente pendant 2 ans et pendant 2 ans en dépression. C'était très très long. Et du coup, un beau jour, j'ai été contactée pour passer ce diagnostic qui a été sur 3 jours. J'ai fait plein d'examens, plein de tests avec plein de spécialistes différents. Et à la fin, le verdict est tombé, je suis autiste. Donc maintenant, parlons de mes particularités autistiques que j'ai répertoriées en 4 parties. Donc on va commencer par mes particularités comportementales. J'ai absolument besoin d'une routine. J'ai besoin de planifier les choses, j'ai besoin de gérer les choses, de gérer mon temps, parce qu'en fait cela me permet de gérer mon énergie tout du long de la journée. Donc ce besoin de routine, c'est vraiment faire les choses dans un certain ordre tous les jours. Pas de place à l'imprévu, parce que l'imprévu, c'est hyper dur à gérer. Comme autre particularité comportementale, je suis aussi maniaque et perfectionniste. Alors attention, c'est pas en mode maladif et je pète un câble ou quoi, mais disons que c'est important pour moi que chaque chose soit rangée à sa place, mon appartement ou ma maison soit propre tout le temps. Pensez en noir ou blanc. Ça c'est très typique chez les autistes, c'est-à-dire on n'a pas de demi-mesure. C'est soit comme ça, soit comme ça. Soit j'aime pas. Soit je suis d'accord, soit je suis pas d'accord. Mais il n'y a pas l'entre-deux. Mais ça fait que je suis aussi très carrée dans mon esprit, très peu laxiste. J'ai des tocs de vérification. C'est des troubles obsessionnels compulsifs, donc c'est vraiment un besoin compulsif d'aller vérifier. Donc ça, c'est arrivé avec la dépression. Je peux passer 1 heure à vérifier en boucle que le gaz soit bien éteint, que les portes et les fenêtres soient bien fermées, que j'ai bien fermé la clé chez moi, les robinets sont bien fermés, que les machines sont bien éteintes, que certaines prises sont éteintes, que le chauffage est fermé la nuit, que les lumières sont éteintes. Il y a beaucoup de choses et moins ça va et plus c'est en boucle. Et ça justement, j'en ai parlé dernièrement avec ma neuropsy et elle m'a conseillé que lorsque je sens que le TOC arrive, ça peut être une très bonne idée de me filmer. Et en fait, je filme, voilà, là je ferme le gaz, voilà, là je ferme à clé la porte, j'éteins les lumières, j'éteins les prises. Et en fait, le fait de filmer, si je ressens le besoin de revérifier, et ben juste, je re-regarde la vidéo que je viens de faire. Ensuite, j'ai des problèmes de mobilité. Alors en très gros guillemets, hein, j'arrive à marcher, j'arrive à faire du sport, tout ça, mais c'est juste au niveau de mes mains. J'ai un très gros problème de flexibilité et je trouve ça drôle parce que je suis pas flexible des mains et je suis pas flexible du cerveau non plus. Mais voilà, dites-vous là vraiment je suis à mon max. J'arrive pas très bien par exemple à tenir un plateau dans mes mains. Je sais pas là si vous vous rendez bien compte. Et d'ailleurs, on peut remarquer que quand je suis au repos, par exemple, devant la télé en train de regarder un film, ou même quand je dors, j'ai très souvent le poignet cassé. Et je suis très souvent, voilà, comme ça. Je suis aussi très souvent maladroite, je fais très souvent tomber des trucs, c'est catastrophique. Je fais des hyperfixations sur des choses, sur plus ou moins une longue durée. Là, par exemple, mes dernières fixations, ça a été le jeu Dofus. Toute ma journée était tournée autour de ça, c'est-à-dire que je préparais les repas à l'avance pour pouvoir jouer à Dofus. Je rêvais de Dofus quand je dormais, je parlais Dofus avec mes parents et vraiment j'étais hyperfixation sur Dofus. Ça a duré 2 mois et demi et là d'un seul coup j'y joue plus du tout.
Je suis vraiment passée de tout à rien. Après, comme autre hyperfixation, j'ai souvent un aliment qui revient dans mon alimentation, mais de manière un petit peu abusive. C'est les carottes crues. Genre vraiment juste je mange la carotte telle quelle. J'adore ça et je peux en manger 5 à 6 par jour. Au lieu de me prendre un goûter, tout ça, je vais manger une carotte. Rigidité comportementale. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu au début. Ça va un petit peu avec la pensée en noir ou blanc. Besoin de contrôle, besoin de planifier. Par exemple, quand on a des choses de prévues, plus ou moins grandes et importantes, et bah vraiment, je vais tout imaginer dans ma tête. Le chemin qu'on va faire en voiture, à pied. Par exemple, là au restaurant, bah, je vais trouver leur carte. Je vais déjà voir ce que j'ai envie de manger. Je vais imaginer. Je vais essayer de chercher des photos du restaurant, de l'intérieur. Je vais regarder où c'est qu'on va pouvoir se garer. Vraiment tout planifier et surtout tout imaginer. Et ça en fait ça engendre une espèce de rigidité comportementale parce que encore une fois ça laisse peu de place à l'imprévu et je veux dire je suis pas toute seule à vivre ces choses. Donc souvent ça se passe pas que comme je l'imagine ou comme moi je l'entends. Et souvent la manière dont je l'imaginer ça se passe pas du tout comme ça. Comme autre particularité comportementale, le mutisme. C'est en fait des moments où vraiment je vais me sentir submergée, que ce soit au niveau sensoriel, mais aussi au niveau du stress, de l'anxiété, où là en fait d'un seul coup, je vais muter. Je vais arrêter de parler. Je vais souvent me mettre dans un coin en boule, donc souvent dans un coin du canapé, et vraiment je vais me recroqueviller sur moi-même et je vais plus parler pendant des heures. Et je pense que c'est une façon pour moi d'analyser la situation, d'analyser les surplus, les stimuli et surtout de me créer une bulle protectrice où je me sens en sécurité et où je peux me reposer quelques heures. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez souvent de muter. Parlons maintenant de mes particularités sociales. J'ai des difficultés d'interaction sociale au-delà de 3 personnes dans un groupe. Je ne sais plus quand c'est à moi de parler. Je n'arrive plus à interagir. J'ai vraiment pas les codes en fait. Donc souvent je mute et je parle plus. J'ai une phobie sociale, donc de la foule. Suite aussi à mes études à Lyon, j'ai phobie mais extrême de la ville, des transports, où vraiment toute seule c'est impossible et même encore maintenant. Phobie du téléphone et de l'interphone. Ça l'a toujours été, ça l'est encore actuellement. Je réponds pas quand on m'appelle, donc ne m'appelez pas. C'est très compliqué pour certaines personnes de comprendre que c'est pas que je n'aime pas le téléphone, c'est que pour moi c'est une source d'anxiété extrême. Dès que mon téléphone sonne, je stresse et je ne réponds pas. Et pareil pour l'interphone, par exemple, dès que je sais que j'ai un colis ou que le facteur va devoir sonner pour me livrer quelque chose, je vais être dans l'attente toute la journée de ce moment où je vais l'entendre sonner à l'interphone, parce que de 1, l'interphone fait énormément de bruit, de 2, on ne sait pas du tout l'heure exacte à laquelle il va sonner. Ça c'est horrible, il peut passer de 9h à 18h. Et du coup, ça m'est déjà arrivé parfois d'attendre de 9h à 18h sans pouvoir rien faire d'autre. Et surtout, toute l'interaction sociale que cela engendre, discuter très brièvement avec la personne, c'est compliqué. Je ne comprends pas le second degré, mais je l'apprends, surtout grâce à mon chéri et à sa famille. Donc parfois, on peut faire des blagues et moi, en fait, je peux ne pas comprendre que c'est une blague. Si tu ne le dis pas sur le ton précis de l'humour, je vais pas comprendre que c'est une blague, ce qui parfois rend des situations assez cocasses. Donc toujours dans les particularités sociales, je suis très naïve et j'ai souvent été contrôlée par des mauvaises personnes, des personnes malveillantes, souvent des pervers narcissiques, autant des filles que des garçons, que ce soit des copines, mais aussi des garçons dans mes relations amoureuses. C'était très
compliqué parce que du coup il y avait une sorte de dépendance affective. Dans la relation, la personne me rabaissait constamment. Dans le milieu professionnel, dans le milieu du travail, j'ai quasiment eu autant de contrats de travail que d'arrêt maladie. Ça, je pense que ça en dit long. J'ai été saisonnière sur plusieurs années, donc ça a toujours été des contrats en CDD et je suis quasiment jamais allée jusqu'au bout parce que ça a toujours été compliqué pour moi. Alors pas forcément le travail en lui-même parce que en plus de ça, j'ai toujours bien fait mon travail, voire même plus. Mais en fait, c'est tout l'à côté qui est compliqué pour moi dans le milieu professionnel. La relation avec les autres personnes, avec les collègues, le rythme qui est imposé et qui est parfois très fatigant et que je n'arrive pas du tout à gérer, le planning, la hiérarchie. Et en plus de ça, j'ai eu des mauvaises expériences où on a justement profité de mon travail et du fait que je sois fatiguée, du fait que je sois un petit peu différente, timide et que du coup j'ose pas dire les choses. Il y a des personnes, des employeurs qui ont profité de ma gentillesse et de ma générosité et qui me demandaient beaucoup plus que ce que je n'avais à faire. J'ai du mal à me faire des amis, j'ai du mal à aborder les gens, j'ai du mal à tisser le lien d'amitié. À partir de quel moment on se dit ami et surtout comment garder et alimenter la relation. C'est waouh. Je suis très souvent fatiguée, surtout après des interactions sociales plus ou moins grandes. Par exemple, juste aller acheter mon pain, cela me prend tellement d'énergie que parfois je ne peux plus rien faire d'autre de ma journée. Et du coup, j'ai adopté des petites stratégies vis-à-vis de ça. Par exemple, si je me sens fatiguée, je sais que je vais pas forcément avoir l'énergie de faire à manger le soir. Donc le repas du soir, je vais l'anticiper et je vais le cuisiner à midi. Pareil pour les fois où je dois me laver les cheveux. Pour moi, ça me demande tellement d'énergie que j'en profite sur certaines journées où je me sens en forme pour me dire tiens là je vais en profiter, je vais me laver les cheveux. Mais c'est quasiment impossible pour moi de me laver les cheveux le soir parce que le soir j'ai vraiment plus d'énergie. La troisième catégorie, les troubles de l'apprentissage. Alors pour commencer, j'ai absolument tous les 10. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et ça depuis la maternelle. J'ai fait plus de 12 ans d'orthophonie, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, souvent des erreurs de liaison, de grammaire, de conjugaison, c'est pas facile. J'ai zéro souvenir de ce que j'ai appris à l'école, collège, lycée, où vraiment pour moi c'était tellement un milieu anxiogène. L'école en elle-même, le collège, le lycée, les gens, tout était hyper compliqué à gérer pour moi, à savoir je vomissais tous les matins avant d'aller au lycée, tellement que c'était stressant pour moi, que du coup j'étais tellement concentrée à juste survivre que mon cerveau n'était pas apte à écouter et à comprendre ce que les profs nous racontaient. Donc en fait je passais énormément de temps à réapprendre tout le soir chez moi, toute seule de mon côté. Souvent mes parents étaient d'une très grande aide, mais voilà, je devais tout revoir et tout réapprendre toute seule. Et du coup ça m'a donné une qualité qui est le fait que je sois autodidacte, dans le sens où maintenant en fait j'apprends tout toute seule. Par exemple le montage vidéo, j'ai pas fait de formation, j'ai appris ça toute seule en même pas une semaine. J'ai appris le piano, le ukulélé, un petit peu la guitare, un petit peu du chinois, l'espagnol. J'apprends plein de choses toute seule et j'adore apprendre. Je fais du néologisme, ça veut dire que j'invente des mots et des expressions. Un entortillement de la cheville pour dire comment on dit justement, une foulure. Pour dire une entorse, un temps brouilleux pour dire que c'est un temps mi-brouillard, nuage, c'est brouilleux quoi. Pour moi c'est logique et ça devrait exister. Pour dire de quelqu'un que c'est un bouc émissaire, j'arrive toujours pas à le dire. J'ai toujours dit un bouquet mystère. C'est beaucoup plus logique qu'un bouc émissaire. C'est pas un bouc le mec. Bon, c'est pas un bouquet non plus, mais mystère. Bouquet mystère. Ne me jugez pas. Un endormiste pour un anesthésiste.
Je bloude du verbe blouder, qui est un mélange de bouder et d'avoir le blues. Je bloude. Et ensuite, comme autre trouble de l'apprentissage, je trouve que j'ai une très bonne mémoire visuelle, mais par contre une très mauvaise mémoire auditive. Et ça, je pense que ça va avec mes années collège et lycée où j'arrivais pas à retenir ce que racontaient les professeurs. J'avais besoin de moi tout réécrire, de faire des schémas, de faire des tableaux, que ce soit plus visuel et que du coup j'arrive plus à retenir. Passons maintenant à l'hypersensibilité. Donc tout d'abord, dans l'hypersensibilité, il y a le fait d'avoir les 5 sens surdéveloppés et hyper stimulés au quotidien. Donc par exemple, pour Louis, je vais entendre des sons que si je demande aux personnes autour de moi, elles ne l'entendent pas. Ça peut être le bruit des voisins, ça peut être un bruit de machine, un bruit parfois de fond assez sourd. Aussi, une autre fois, j'étais chez mes parents, on prenait le petit déjeuner et j'entendais un pshhh très léger et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, il y a une fuite de gaz et personne n'entendait ce bruit, mais ça me rendait mais zinzin. Et du coup vraiment je tendais l'oreille vers tout ce qu'il y avait dans la cuisine et en fait j'ai tendu l'oreille vers la bouteille d'Ice Tea maison qu'avait fait mon père il y a plusieurs jours avant, et en fait l'Ice Tea avait macéré et j'entendais le bruit du gaz de la bouteille. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'odorat, eh bien exactement pareil, je sens des odeurs de manière beaucoup plus forte que les gens autour de moi, que ce soit des bonnes ou des mauvaises odeurs. Pour la vue, les lumières très fortes vont pas forcément me déranger, mais ça va me décoller la rétine, ça va me faire vraiment mal aux yeux. Et le plus fort, c'est les lumières des voitures la nuit. Je suis incapable de conduire la nuit. Pour le goût, j'ai un goût tellement prononcé que si j'arrive à m'imaginer un aliment, par exemple une fraise, et que je mange des épinards, je peux avoir le goût de la fraise. Et pour tout ce qui est du toucher, j'ai beaucoup de mal déjà un petit peu avec le contact physique, à part avec mon entourage très proche, mais du coup aussi avec tout ce qui va être mes vêtements. Il faut que ce soit des vêtements agréables, amples, doux, les étiquettes coupé, mais aussi pour ce qui est les draps de mon lit pour dormir, j'ai besoin que ce soit doux, confortable. Pareil pour les serviettes de bain. Toujours côté de l'hypersensibilité, je suis HPE. Souvent quand on entend autisme, on se dit souvent HPI, haut potentiel intellectuel, mais moi je suis HPE, haut potentiel émotionnel. Je suis hypersensible dans mes émotions et j'ai beaucoup de mal à les gérer. Je peux pleurer pour un rien. Tout ce qui est des vidéos de chats, de chiens, je pleure. Quelqu'un qui gagne un jeu télévisé à la télé, je pleure. Et pour m'aider dans la gestion de mes émotions, j'utilise au quotidien des fleurs de Bach. Il en existe 37 en fonction de 37 émotions différentes. Plus tu vas cibler ton émotion et plus tu vas savoir vers quelle fleur de Bach te diriger pour qu'elle vienne t'aider à gérer ton émotion dans l'instant T. Et ça vraiment ça fait partie de ma thérapie au quotidien. Crise d'anxiété. J'en ai beaucoup fait auparavant. J'en fais un petit peu moins maintenant parce que j'ai plus d'expérience sur beaucoup de choses. Chez moi, ça se caractérise où vraiment je n'arrive plus à respirer et j'ai un blocage au niveau du plexus, enfin juste ici, hyper rigide, mais de tout mon corps. Je n'arrive plus à respirer, j'ai des pensées assez noires, assez violentes et c'est très dur de m'en défaire. Et bien sûr, sans parler des burn-out autistiques où là, c'est vraiment suite à des forts stimuli. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait un burn-out autistique, c'était en septembre, la dernière fois que je suis allée dans un supermarché parce que maintenant je peux vraiment plus y aller, je fais mes courses au drive. Déjà le supermarché était énorme, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de lumière, de la musique hyper forte, plein de choix pour tout, c'était trop de stimuli, ça a fait que d'un seul coup j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai laissé le caddie à mon chéri, moi j'étais à deux doigts de laisser le caddie et de rentrer chez moi, et vraiment je me suis mise à pleurer jusqu'à ce qu'on sorte du magasin, et quand on est sorti du magasin je me suis écroulée dans la voiture. Et ça vraiment j'ai mis plus d'une semaine à m'en remettre. Je l'ai aussi vécu comme un échec, en mode j'ai pas réussi à faire mes courses comme tout le monde.
Bon, et bien voilà, je vous ai fait part de mes quelques particularités autistiques et j'espère que ça va vous aider à mieux me comprendre, à mieux comprendre mon fonctionnement. Si vous aussi vous êtes autiste, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos particularités autistiques à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant les gars, prenez soin de vous. À bientôt.